Bien, bonjour à tous. Bienvenue donc pour cette dernière session, la dernière session de cette journée. Alors on a beaucoup parlé des sources, de leur matérialité, de la constitution des fonds, de ces dossiers individuels de résistants. Et ce que je vous propose, en compagnie de mes deux collègues historiens, c'est d'ouvrir un petit peu la boîte noire en fait, du travail de l'historien, c'est-à-dire, au fond, comment les historiennes et les historiens s'emparent de ces dossiers individuels pour les utiliser dans la perspective de leur recherche et comment ils peuvent utiliser ces sources qui, on l'a vu tout au long de la journée, sont extrêmement riches, ont donc une histoire très particulière, mais sont globalement extrêmement riches, mais qui peuvent aussi avoir leurs biais, leurs éventuelles limites, et comment, au fond, voilà, les historiens bricolent. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons deux interventions. Diego Gaspar Celaya, qui vient de l'Université d'Alcalá de Henares en Espagne, qui est docteur en histoire et qui est enseignant, et qui a travaillé sur les volontaires espagnols au service de la France libre. Et à ma gauche, Guillaume Pollack de l'Université de Paris 1, qui est professeur certifié et qui fait sa thèse, qui prépare une thèse de doctorat sous la direction du professeur Alia Aglan, sur les réseaux de résistance. Et ce qui est intéressant, et oui, je dois mentionner l'absence donc, de Sébastien Albertelli, qui n'a pas pu venir et qui s'en excuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux formes de résistance qui vont être mentionnées, c'est-à-dire la résistance extérieure et la résistance intérieure, et qui montrent bien l'état de l'historiographie actuelle sur les résistances. Et je profite d'avoir la parole pour vous parler d'un colloque qui aura lieu demain, justement sur la question des militaires en résistance au pluriel, en associant donc, en réfléchissant au lien entre les deux types de résistance. Donc, sans plus attendre, je cède la parole. Alors, dans l'ordre, je ne sais plus, eh bien, à Diego Gaspar. Allons-y. Vous avez 20 minutes. Max, je serai intraitable. Okay. Bon, merci. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette journée d'études de m'avoir invité à participer avec cette communication consacrée à l'histoire de la participation espagnole dans la résistance, qui s'est marquée dans le titre, notamment, enfin, on peut le mettre entre parenthèses, la résistance extérieure. C'est le cas que j'ai pu analyser plus en détail, on dirait. Donc, même si, pour beaucoup d'entre vous, j'espère que des noms comme Amado Granell, par exemple, lui, ou José Antonio Alonso, de l'autre côté, ou même Neus Catala, qui n'est pas ici en photo, vous serez familiers. Pour la majorité d'entre vous, d'autres noms comme, par exemple, Dolores Pardo ou Ramón Bermúdez Ríos ou Antonio Careno vous seront inconnus. Cependant, depuis la création de services et la progressive communication de fonds de services historiques de la défense, et notamment de bureaux résistance et de service historique de la défense à Pau, l'identification et l'étude de la participation effectivement de ces militaires et ces volontaires nationaux et étrangers, bien sûr, dans la lutte contre l'occupant, ont contribué à élargir, bien sûr, la connaissance que nous, les historiens, on a sur l'histoire de la résistance, en modifiant, bien sûr, la manière dont nous, on analysons cette histoire et nous, on écrit cette histoire. Mais avant de cette communication d'archives, on sait qui concerne le cas de la participation espagnole dans la résistance. Il faut noter que depuis 1960, des années 60, un grand nombre de témoignages et d'ouvrages ont été publiés, parmi lesquels les travaux universitaires ont été une minorité. Donc, malgré son importance quantitative et qualitative, ce qu'on peut dire, c'est que la participation espagnole dans la résistance n'a pas réussi à attirer l'attention des historiens, aussi bien en France qu'en Espagne, avant des années 1990, en fait. Parmi les multiples facteurs responsables de cet oubli, je voudrais souligner trois, en fait. Tout d'abord, la manière dont la France a écrit son histoire dans l'après-guerre, notamment autour d'un leader charismatique comme c'était le général de Gaulle, soit autour d'un parti d'avant-garde. Ensuite, donc, la façon dont 40 ans de dictature en Espagne, son évolution et sa consolidation internationale
ont conditionné bien sûr le développement des initiatives visant à récupérer cette histoire de la participation des résistants espagnols, et finalement, bien sûr, la manière dont le mécanisme d'occultation et les constructions positives ont conditionné aussi l'étude de cette participation. En fait, ce dernier met également en évidence l'absence en Espagne d'une transmission officielle de la mémoire résistante, ainsi que la pauvreté d'une historiographie qui a accusé un degré élevé de contamination, on dirait, dû à la primauté du témoignage et à la force du mythe positif. C'est qui, loin d'être corrigé en démocratie, a continué à, bien sûr, à alimenter toute une série de légendes qui fournissaient une image militaire masculine et héroïque de la participation espagnole dans la résistance qui ne se correspond pas du tout à la réalité, en fait. Cette réalité a été accessible, est accessible à nous maintenant à partir de ces dossiers individuels dont aujourd'hui on s'occupe. Des bons exemples de cette image, par exemple, c'est l'Enorme Production, qui est l'industrie culturelle à consacrer à la participation de la Nueve dans la Libération de Paris. Et le récit, bien sûr, de différents camarades et différents écrivains qui ont consacré aux opérations que les Espagnols ils ont menées. Les Espagnols de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, ils sont menés en Arbique, notamment pour la conquête de la côte de 120, etc. Mais ils sont de récits qui sont issus parfois de la solidarité des ex-combattants. Parfois, ils sont issus de l'attrait esthétique dans lequel les témoignages, j'insiste, et les expériences personnelles sont portées à la catégorie de faits, en réduisant la crédibilité des actions qui narrent et en participant aussi de la mythification d'une histoire qui devrait être récupérée sur une base d'une méthodologie professionnelle et analysée et basée aussi sur l'analyse rigoureuse des sources. C'était toutes des sources appliquées ici au cas du service historique de la défense, au cas des dossiers individuels qui nous occupent aujourd'hui, a été inutile, fondamental pour mettre en œuvre l'analyse micro et macro combinée de la participation espagnole dans la résistance extérieure. Une analyse que, dans un point de vue macro, m'a permis d'identifier les volontaires espagnols qui ont été homologués comme des FFL, selon les statuts FFL, bien sûr, donc en étudiant et analysant les statuts FFL, d'analyser et comparer cette participation espagnole avec celle des principaux groupes étrangers qui sont aussi contribués dans les FFL, notamment de Britanniques, de Belges, etc., de reconstruire les principaux itinéraires résistants qui ont été explorés par les Espagnols, et bien sûr de définir le profil général auquel répondait la grande majorité des volontaires espagnols qui ont été au service de la France libre. Alors que, dans un point de vue micro, j'ai pu reconstituer une histoire sociale des Espagnols FFL, une histoire qui est composée d'une multitude d'histoires reliées entre elles et qui met en évidence les points de contact et les différences que présentent ces caps individuels. Une analyse qui nous permet de nous plonger dans la connaissance détaillée des actions et que ces résistants ont effectué individuellement et en groupe, mais aussi dans l'étude de leur âge, l'état civil, leur religion, leur itinéraire vital, leur engagement, leur service, leur décoration, leur destin de l'immédiat après-guerre. Donc, notamment des données qui sont très riches, des données tous qui sont liées à d'autres sources dans lesquelles j'ai réussi aussi à obtenir des informations pour retracer une image très riche de l'expérience résistante au sein de la résistance extérieure. En fait, un des meilleurs exemples de cette extraordinaire grade de détail que parfois nous on peut trouver dans ces dossiers individuels des Espagnols, c'est le cas de Ramón Cerda Cervantes. Il n'est pas très connu en fait, mais c'est un cas d'un Espagnol qui est né à Águilas, dans son petit village à côté de Murcia, en 1908, qu'en 1923, il a commencé à travailler dans un atelier de serrurerie où il a réussi à se spécialiser en tant que mécanicien électricien, qu'en 1929, il rejoint la marine espagnole dans laquelle il a effectué son service militaire,
qu'après de 2 ans de service, a continué à servir à bord de le submersible C4 à Murcia, aussi à Cartagena, et qu'après il a obtenu un passeport, il est parti en Cuba, d'abord en 1900, il est parti en Cuba, après il est parti aux États-Unis, il a travaillé dans les usines de la Westinghouse Electric Company en Pittsburgh, et après qu'il a pris connaissance de la guerre civile en Espagne, il s'est rendu au consulat de New York pour rentrer en Espagne. Qu'une fois qu'il est rentré en Espagne, il fait partie de l'armée républicaine en tant que responsable de parc d'équipement aéronautique de Figueras à Gerona, où il a travaillé jusqu'à que l'avance de troupes de Franco l'a forcé à lui à s'enfuir vers la France au début de février 1939, qui, après avoir traversé la frontière, a été interné dans le camp de Bran, dans l'Aude, où il a resté emprisonné pendant des mois jusqu'à ce qu'il s'est engagé dans la Légion étrangère en septembre 1939, qu'il a servi dans le 12e régiment étranger d'infanterie, jusqu'à ce qu'il a été blessé dans un bombardement allemand proche de Dunkerque, alors qu'il était évacué vers l'hôpital militaire de Marseille, où il a été démobilisé en 1940, mais qu'une fois qu'il était rétabli, il s'installe à Toulouse, où il a travaillé encore comme ajusteur à l'usine de Breguet jusqu'à février 1942, quand la police de Vichy arrive à l'usine pour lui arrêter. Accusé de désaffection pour le régime de Vichy, il a été transféré vers le camp de Vernay-d'Ariège. Et par contre, il a réussi à s'enfuir. Le 1er juin, il a réussi à s'évader en passant par Espagne. Il arrive à Lisbonne, où il a été hospitalisé, mais un jour après d'avoir quitté l'hôpital, il est parti pour Gibraltar, et finalement, il rejoint l'Afrique du Nord française, où il s'engage dans la marine marchande de la France libre. Donc, tous ces cas, qu'il est vachement détaillé, c'est juste un dossier individuel. C'est ça que je voulais vous démontrer. Cependant, il convient bien sûr de noter que tous les fichiers, comme on l'a vu aujourd'hui, ne contiennent pas les mêmes informations, en fait. Donc voilà pourquoi, comme je l'ai souligné auparavant, il est essentiel de comparer, d'analyser, bien sûr, et de compléter les informations qu'on trouve dedans de ces dossiers individuels avec celles qui sont fournies par d'autres sources publiques et privées. Néanmoins, en ce qui concerne l'analyse macro de ces dossiers des Espagnols, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec cette vision macro, il m'a permis aussi de définir une image collective de ces Espagnols qui fait partie de Force France Libre dans ce terme, en fait. Ils étaient des enfants lors de la dictature de Primo de Rivera. Ils étaient jeunes quand la République espagnole arrivait. Ils étaient majeurs le 18 juillet 1936. Ils ont combattu dans la guerre civile espagnole. Ils ont connu la discipline française avant de s'engager dans le FFL. Et ce sont bien sûr le caractéristique de la plupart des Espagnols, presque tous des hommes. En fait, on a juste trouvé 4 femmes qui, entre le 18 juin 1940 et le 31 juillet 1943, ils se sont engagés volontairement dans les armées de la France libre pour la durée de la guerre, en dehors de la métropole normalement. Grâce à ces contrats, ils sont servis d'abord dans le Force France libre et postérieurement dans l'armée française de libération jusqu'à que le deuxième conflit mondial a été finalisé. Ils ont été démobilisés et ils ont fixé, la plupart d'entre eux, leur résidence en France. Néanmoins, avec l'objectif de creuser la préhistoire, c'est qu'on peut dire la préhistoire, de tout ce qui fait partie de cette FFL, je me suis bien sûr remonté à la période 1931-1939 avec le but de suivre leur itinéraire de vie en Espagne et puis en exil, mais aussi pour confirmer cette participation à la guerre civile espagnole
qu'on a pu vérifier dans les dossiers individuels. Un conflit au cours duquel ils sont tous acquis une expérience de combat qui va le distinguer ensuite parmi les étrangers et les nationaux engagés dans le rang français libre. Donc, grâce à la division que le gouvernement français a accusée lors de l'arrivée massive des Espagnols aux frontières françaises au début 1939, ceux qui ont été placés dans des dizaines de camps d'internement ont réussi normalement à s'en sortir grâce à 5 options, et entre se faire apporter en Espagne, émigrer dans un autre pays, et notamment en Amérique latine, se faire embaucher par des particuliers français ou bien signer un engagement dans la compagnie de travailleurs étrangers. Mais cependant, à la différence de ce qui s'est passé avec la majorité des exilés espagnols, les Espagnols qui finalement ils sont servis dans les forces françaises libres, on a vu aussi qu'ils sont tous, presque tous optés pour les engagements dans la Légion étrangère ou dans le régiment de marche de volontaires étrangers dans la campagne 1939-1940. Et donc, ils sont 12 alternatives qui sont séduites au plus grand nombre de ceux qui sont ensuite servis dans les rangs de la France libre. Donc ça, on l'a pu aussi vérifier dans le dossier individuel, notamment dans tous les cas qu'on a pu voir le fiche de position et bien sûr aussi les états signalétiques et des services. Mais comme je l'ai indiqué ci-dessus, bien sûr, en plus de ces données fournies par le dossier individuel, la consultation de différentes sources qui sont secondaires m'a permis d'approfondir dans toute une série de perceptions et d'évaluations personnelles qui étaient fondamentales pour aborder des questions telles que les raisons pour lesquelles les volontaires espagnols se sont engagés dans la Légion, bien sûr, dans le régiment de marche de volontaires étrangers, dans le Corps franc d'Afrique et finalement dans le FFL. Parmi ces motivations, sortir de camp, où il faut enfermer par les autorités en 1939, mais bien sûr, où il continuait à être enfermé en 1942 dans le cas du camp du nord de l'Afrique, a été une des principaux. Mais il faut remarquer qu'une bonne partie de ces résistants espagnols ont vu dans les engagements dans le Front français libre la possibilité de continuer la lutte qui avait commencé bien sûr en Espagne en 1936 contre le fascisme international. Une motivation partagée avec ceux qui ont participé aussi de la résistance antérieure, mais que dans le cas particulier du FFL, c'est dû favorisé par la possibilité de s'engager dans une armée régulière, bien armée et guidée par des chefs militaires comme De Gaulle ou Leclerc, auxquels beaucoup de volontaires étrangers voyaient comme des défenseurs de la liberté. Mais je voudrais remarquer aussi que dans chacun des contrats militaires que ces volontaires espagnols ont signés, leur âge et leur état civil feront déterminants. En fait, au moment de son engagement, la moyenne de ceux qui se sont engagés dans le FFL était autour de 26 ans et demi. Et plus de 85% d'entre eux étaient célibataires. Deux conditions que je comprends ont favorisé aussi leur incorporation au rang de l'armée française. Donc, jeunes, célibataires, avec expérience militaire, l'incorporation de volontaires espagnols au FFL est structurée principalement à 3 périodes, et 3 périodes qui correspondaient aussi aux périodes dans lesquelles le FFL, ils sont vus arriver un plus grand nombre d'engagements dans ces rangs, notamment en Grande-Bretagne pendant les mois de juin-juillet 1940, dans le Levant français pendant l'été 1941, et en Afrique du Nord entre les mois de mai et les mois de juin, presque juillet 1943. Donc, il faut remarquer aussi que même si la grande majorité de ces Espagnols feront descendre, comme je l'avais dit, 4 Espagnols ont le statut de combattant FFL après avoir
et faire reconnaître leurs services comme des agents P1, donc notamment on a parlé tout à l'heure, P1 et P2, dans de différents réseaux d'évasion, action et information qui étaient liés au Comité français de libération nationale. Leur exemple sert ici pour remarquer qu'en marge de les profils général des soldats espagnols qui servaient dans le FFL, après avoir signé son acte d'engagement, j'insiste, d'ordre de l'Hexagone, plus de 30 Espagnols FFL possédaient un profil différent à celui de la majorité. Alors, il s'agit des sergents P1 et P2 qui se sont incorporés en métropole avant le 31 juillet 1943, un réseau d'information, d'action ou évasion affiliés au Comité national français et qui ont développé leur activité principalement sur les territoires métropolitains français, c'est-à-dire dans un contexte très différent à celui qui propose n'importe quel engagement FFL de ses partenaires cités auparavant, lesquels résultent par contre très proches à celui qui ont dû affronter le combattant de l'ombre, le combattant de la résistance intérieure. Alors, aussi bien dans les rangs de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère ou celle du 3e bataillon du régiment de marche de Chad, pour mentionner des unités qui ont regroupé un plus grand nombre de volontaires espagnols FFL. Tous ces volontaires espagnols, ils sont partagés avec des Français et avec des étrangers un univers commun marqué par la guerre, dans lequel leur comportement était correct et bien apprécié par leur chef militaire, bien qu'il soit remarquable qu'il n'y a eu qu'un accès très minoritaire, 2% en fait, des volontaires espagnols qui ont accédé à l'échelle d'officier. C'est tôt et aussi réduite parce qu'il faut noter que l'unique grade militaire qui fut respecté pour les volontaires espagnols à la signature de leur engagement dans les armées françaises libres fut celui qui a été obtenu sous les drapeaux français. Donc, sous le drapeau de la Légion, sous le drapeau du Régiment de marche, de Corps franc d'Afrique, etc. De telle sorte que, malgré leur expérience militaire en Espagne, qui a été bien sûr bien valorisée positivement, on dirait, par leur chef, cette évaluation ne se traduit pas officiellement sous une forme de grade, ce qui fait que, sauf exception, ils ont commencé à servir sous le drapeau français comme deuxième classe. Mais cela ne signifie pas que leurs services sous le drapeau français ne feront pas reconnus, en fait. Presque la moitié d'entre eux, ils ont réussi à promotionner dans l'échelle de sous-officiers, alors que le 29% d'entre eux ont été distingués avec de différentes décorations. En conclusion, connaître qui c'était, d'où ils venaient, comment et pourquoi ils sont sortis de l'Espagne, comment feront-ils accueillis en France, quel fut leur itinéraire pour allier le FFL, quand et pourquoi ils l'ont fait, dans quelle unité ils sont servis, avec qui ils ont partagé le rang des unités, comment ils se sont comportés, combien ils sont survécus, combien ils sont morts, quand ils feront démobiliser et où ils se sont installés à la fin de la guerre, sont seulement quelques-unes des questions auxquelles j'essayais de donner une réponse en m'évassant, bien sûr, à l'information que j'ai obtenue sur les dossiers individuels, mais bien sûr aussi sur des différents sources secondaires. Mais répéter cette étude détaillée avec les cas de milliers d'Espagnols qui ont participé des forces françaises de l'intérieur, en plus d'un enquête qui est sur les points d'arrivée, je crois que c'est un beau défi qui contribuera sûrement à élargir la connaissance de la participation étrangère, pas seulement en espagnol, qu'on a de la résistance en France. Alors, merci beaucoup à tous.